à tous et bienvenue dans l'entretien cosmique, présenté par Céphalopode Cosmique. Nous sommes ici pour la 4e et dernière partie de l'entretien avec Mathias. Nous finissons par un sujet bouillonnant que sont les amours, le sexe et la vie en couple. J'espère que le podcast vous plaira et puis on se retrouve à la fin du podcast. Donc Mathias, on va rentrer dans le dur. Ouais. Non mais bon, plaisanterie mise à part. On ne peut pas détacher tout ce dont on vient de parler là, de l'année dernière, le déménagement et la menuiserie, de cette déception amoureuse un peu que tu as vécue. Certes. Donc bon, tu as le droit de ne pas tout dire, mais Ah oui, je me le permets. je pense que tout le sel du podcast, ce sera justement voir un peu comment est-ce que ça se passe, un peu en direct, ce type d'expérience. Une séparation après avoir été longtemps avec quelqu'un. Ouais. Finalement, c'est quoi le rapport aux femmes qu'on peut avoir? Toi, tu es un jeune homme hétérosexuel, je crois, Ouais, tout à fait. pour l'instant. Ça, je ne prédis pas la On ne sait jamais comment on va finir la soirée. Et tu avais quand même une idée un peu archétypale, conservatrice. Le foyer avec la femme, le chien, enfin, au fond. Oui, bon, c'était pas une idée préconçue du tout. J'avais pas d'idée particulière sur ce que devaient être les relations amoureuses, de ce que je voulais à ce niveau-là, j'en savais rien. C'est quelque chose qui s'est construit avec elle et avec la relation que j'ai eue avec elle progressivement. Voilà. Et oui, donc oui, évidemment, oui, ça a eu une importance assez colossale dans l'affaire. Je vais essayer de dire 2-3 trucs intéressants si j'y arrive, mais bon, je suis plus complètement dedans, mais encore à moitié dedans. Donc ça sera pas forcément simple à sortir, enfin j'ai pas fait un travail réflexif qui est encore colossal. Mais juste raconter les choses, hein. C'est très simple, finalement. T'as pas besoin de faire un métadiscours sur la chose. Alors, vas-y, qu'est-ce que je raconte? Ah mais je veux la base. C'est quoi comment ça commence? Comment ça commence? Qui tu es à ce moment-là? Qui elle est à ce moment-là? Moi j'étais un jeune homme timide de 22 ans, moins timide que dans son adolescence. J'étais un timide quasi maladif au collège, entrée à lycée on va dire, ça s'est calmé par la suite mais avec encore des réflexes de timide on va dire. Donc peu d'histoires amoureuses avant et peut-être même pas. quasiment pas. Et voilà, bon alors, donc pas de dragueur pour un sou, t'imagines, assez réservé, assez retiré. J'avais plus d'expression de timidité, parce que j'avais plus les mains qui tremblaient quand quelqu'un venait me parler. Voilà, des choses, je bégayais plus quand je parlais à une fille, voilà, ça c'était du passé. Mais j'en restais quelqu'un de réservé, en retrait, etc. Et la séduction, c'est compliqué à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, oui, forcément. Ouais. C'est d'ailleurs elle qui a fait tout le boulot, enfin une bonne part en tout cas. Voilà, je l'ai rencontrée, elle m'a plu très rapidement, mais c'est elle qui est beaucoup venue vers moi parce que j'étais en quasi-incapacité émotionnelle de faire le chemin inverse. Tu t'es laissé faire. Il a bien fallu que tu sois actif à un moment donné. Oui, mais pas dans les premiers pas et pas avant un certain temps. Et on est restés 5 ans ensemble. C'était une fille qui avait aussi peu d'expérience précédemment, d'un caractère très différent du mien, beaucoup plus enjouée, beaucoup plus joyeuse. Ça a été une relation très sérieuse assez rapidement, avec le
projet, l'idée commune de passer notre vie ensemble assez rapidement. Quelques projets qui sont installés mais qui n'ont pas duré, des projets futurs. Ça se met en place dans l'imaginaire très vite, c'est ça? C'est rapidement, vous vous projetez ensemble pour très longtemps, Ouais. avec Ouais. peut-être pas un cadre très établi, mais Non, un peu quand même, déjà ensemble. non, pas très établi, mais qui s'est établi progressivement au cours des 5 ans. Et effectivement, la possibilité progressivement de construire un foyer ensemble avec les gamins qui vont avec. Une des raisons d'ailleurs en plus pour laquelle j'étais allé faire de la menuiserie, c'est que la menuiserie, ou ce type de métier me semblait bien plus adapté à la construction d'un foyer et au fait d'avoir des gamins que la philosophie ou que d'autres métiers, avec aussi le côté sédentaire de ce métier qui permet de s'implanter quelque part, et ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, c'est déjà, malgré ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un projet construit en fait. Le fait de faire de la menuiserie. C'est-à-dire que tu arrêtes la philo, tu pars et tu viens de dire justement que la menuiserie, ça s'inscrivait dans un projet plus général de construire un foyer. Ouais. Tu avais la fille, entre guillemets. Ouais. Vraiment pour l'abus de langage. Non, il n'y a pas de souci. Je parle pour d'éventuelles auditrices. C'était pas construit dans le sens où ça n'était que très peu rationalisé. C'était, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait, même sur tout ça, sur ce que je suis en train de développer, il y avait très peu de travail réflexif qui était fait, et je me laissais beaucoup aller aux images, aux rêves, aux projections qui se formaient petit à petit dans mon esprit. Plus que je n'agissais dessus par un travail réflexif ou rationnel, plus que je ne réfléchissais aux raisons de faire ou de ne pas faire, plus que je ne me confrontais à la réalité de la chose, etc. Donc effectivement, il y a un mûrissement qui précède, il y a tout un tas de raisons qui se sont enchevêtrées entre elles et qui ont conduit à ces décisions, tout en même temps qu'elles ont conduit à la rupture d'ailleurs. Mais ça n'était pas, ça n'est pas réfléchi pour aller très vite. Parce que ça se construit un peu matériellement. Le temps passe, on vieillit. C'est-à-dire matériellement. Oui, comme le temps passe, on s'approche de la fin des études et donc de l'obligation de trouver une place dans le monde professionnel. Ouais. Donc ça implique de s'attacher quelque part, de construire tout un tas. Alors que l'on cherche plus ou moins à rester fidèle au cadre un peu normatif de nos sociétés, il faut quand même... Ça reste une balise, et finalement vous étiez un couple hétérosexuel avec toute la symbolique qui va avec. Oui, à ce niveau. Quoi que vous en pensiez, il y avait quand même de toute façon une attache. Pour faire des enfants, il y a l'horloge biologique de madame qui a une importance. Il y a les moyens matériels disponibles. C'est ça. Il y a l'argent, il y a les limites de temps liées au fait de faire un enfant, le couple lui-même. Mais à 22 ans, vous vous rencontrez, il y a une histoire qui naît. Comment ça se passe au fur et à mesure des années? Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi j'ai été, entre autres par une expérience, c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre parce que j'ai pas pris le temps, ni sur le moment, et depuis je n'ai pas pris complètement de démêler les différentes étapes d'une relation. C'est-à-dire que, en gros, la chose comme elle m'est apparue, c'est un bloc de 5 ans parfait, et la chute brutale d'un seul coup. Ce qui s'est évidemment pas passé comme ça, mais par manque d'intuition, d'expérience de ce type de relation, d'expérience de relations sociales en général, par manque d'observation, d'attention à moi-même et surtout à elle, j'ai en bref rien vu venir et c'est tombé d'un seul coup. Tu dirais que tu es passé à côté de quelque chose? Oui. Oui, assez concrètement, mon comportement aurait pu être tout à fait différent dans la relation,
malheureusement, c'est pas des choses que j'aurais pu apprendre a priori, et je pense que c'est des choses assez simples, mais que seule l'expérience peut donner, à moins d'avoir une intuition naturelle, ce qui n'est pas mon cas. Et donc oui, effectivement, ça aurait pu tenir beaucoup plus longtemps, et ça aurait pu se faire comme je pouvais en rêver. Mais il lui fallut un comportement assez différent de ma part. Enfin voilà, et du coup, j'ai beaucoup réfléchi après à ce qui s'est passé, à tâcher de comprendre ce qui s'est passé au moment de la rupture, un peu avant, un peu après, mais les différentes étapes de la relation sur 5 années, j'aurais beaucoup de mal à te les donner. Alors ce qui a produit une première rupture, c'est une distance. On habitait tous les deux à Paris à la base, et séparément, chez ses parents elle aussi. Et elle est partie faire ses études à Toulouse il y a un an et demi maintenant. Un an avant la fin de notre relation, 4 ans après le début. Donc au début de l'année scolaire, toi tu es en M2 à Paris. C'est ça. Moi je suis en M2, je reste à Paris, et je devais donc la rejoindre dans le sud l'année suivante. Et donc elle descend à Toulouse, et donc il y a une distance qui s'installe. Et effectivement, le fait déjà qu'il y ait cette distance introduit évidemment une séparation dans le couple. En général, c'est pas une idée grandiose. Comment vous... justement, je pense que c'était purement naïf. Elle s'éloigne, mais vous allez vous retrouver comme si de rien n'était. Ouais, je pense qu'en gros... Quand je dis naïf, il n'y a aucun aspect moral. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas. En gros, ouais, c'était naïf de sa part comme de la mienne. Naïf sur quelles peuvent être les conséquences des actes, sur quelles sont les implications qu'il y a dans ce type de relation, quelles sont les implications émotionnelles qu'il peut y avoir, quelles sont les limites d'un comportement rationnel et décidé, sur tout un tas de choses de cet ordre-là, quels sont les dangers du monde extérieur pour un couple, on va dire. Et sur tout un tas de choses de cet ordre-là, effectivement, on a été extrêmement naïf. Et là, elle comme moi, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Et donc, effectivement, la distance, je n'ai pas vu de danger du tout. La naïveté aurait pu durer longtemps et que vous vous retrouviez après. Donc, elle aurait pu, oui. Il n'y avait pas que de la naïveté, sans doute. La naïveté a laissé se faire des choses qui ont conduit à la rupture, on va dire. Et jusque-là, il n'y a rien de... Toi, tu as l'impression un bloc parfait de 5 ans, c'est ça que tu dis? C'est l'impression que j'ai. Je dis pas que c'était le cas, et je dis pas non plus que c'était le cas pour elle. Toi, tu n'avais pas eu de doute sur votre relation, de tentation extérieure? La vie parisienne est pleine de tentations, surtout quand on est étudiant. Moi, si. Moi, j'avais une décision à prendre. Parce qu'effectivement, j'avais parfaitement conscience de l'impulsion commune à tous qui m'attirait à l'extérieur. Surtout venant d'une expérience avant elle. Donc avec elle, en bref, j'avais une décision à prendre, parce que ça devenait très sérieux, et je ne pouvais pas dire oui, c'est sérieux, sans être certain de pouvoir tenir ce sérieux. Donc effectivement, j'ai eu une décision concrète à prendre, c'est soit j'accepte de ne plus rien connaître d'elle et de ne plus rien connaître à part elle, et j'accepte qu'il y a des choses que je désirerais vivre et que je ne vivrai pas. L'exclusivité. Je passe ma vie avec elle. Soit j'accepte ça et je peux continuer la relation, soit je refuse absolument d'accepter ça et je ne peux pas continuer la relation. Et si, je ne sais pas, au bout d'un an, après au bout d'un an, 1 an et demi de relation, la décision était prise pour ma part. Donc oui, j'ai eu cette décision à prendre. Donc c'était pas que c'était un long fleuve, enfin c'était pas qu'il y avait aucune tentation extérieure, c'était pas qu'on était complètement enfermé. Moi, ayant pris cette décision, j'étais relativement sûr de moi. Et disons que la relation était telle que... comment dire Romain Gary, histoire de faire une petite citation, ça fera la citation de l'exposé, si j'arrive à m'en souvenir, je peux pas t'aider. Leur bonheur avait cette qualité de perfection qui excluait tout souci de le voir finir.
Alors vas-y, refais, pardon. Leur bonheur avait cette qualité de perfection qui excluait tout souci de le voir finir. Voilà, allez, c'est beau, c'est bien. Voilà, pour résumer à peu près l'état, finalement ça résume assez bien. Donc toi, au bout d'un an et demi, tu prends la décision de l'exclusivité, quoi. À peu près, j'en avais conscience dès le début, ça va être un processus, mais à un moment je me suis dit, ok, je suis prêt à passer ma vie avec elle, à ne rien connaître d'autre à côté. Non mais tu as été très clair, il n'y a pas de souci. Et de son côté à elle, tu sais. Tu vois, c'est là le souci. C'est que non, je ne sais pas tellement. Justement, pourquoi j'ai envie de parler de ça avec toi, je te le dis parce que moi, ça m'intéresse d'avoir le point de vue masculin dans ce type d'histoire. Ouais. Et je l'entends pas en général. Il y a un peu... finalement, on a du mal à se positionner nous-mêmes sur notre faillite intime et personnelle en tant que jeunes hommes. Ouais. C'est très difficile. Et parfois, il y a un truc un peu désinvolte de dire voilà, je suis passé à autre chose. Ouais. Le truc de dire, bon, les filles, on les enchaîne, ou je sais pas quel type de connerie, de nier qu'il y aurait un engagement émotionnel de notre part, en fait. Ouais. Et ce qui est absurde. Ce qui est assez absurde. Alors, j'imagine que des hommes qui n'ont aucune empathie existent. Oui. Mais en général, quand tu exposes intimement à quelqu'un, il y a un engagement, il y a une confiance, un engagement émotionnel. Ouais. Et ça peut pas être juste comme ça. Et donc quand il y a une faillite intime, on est troublé en tant que personne et aussi dans la représentation qu'on a de nous-mêmes en tant qu'hommes. On veut pas avoir à faillir, mais ça se fait et souvent par exemple les femmes nous parlent peu, en tout cas à nous, peut-être qu'elles le font dans d'autres instances, mais de ce qui fait que tout d'un coup ça ne marche pas. Finalement, beaucoup de relations se terminent en disant mais non, t'es formidable, c'est moi le problème, ou alors je sais pas quoi. Mais bon, je pense qu'on peut aller un peu plus loin que ça, et même si on n'aura pas le fin mot scientifique de la chose, on peut commencer un peu en discuter, quoi. Oui, très nettement. C'est que y a quelque chose qui se passe en soi, en elle, et on n'ose pas se dire la chose. Peut-être par peur de blesser, mais le résultat de ne pas dire par peur de blesser, ça crée une situation hyper inconfortable aussi. Donc. Là-dessus, je pourrais développer certaines choses. Mais c'est vrai que après la rupture, on est passé le moment de déprime profonde à coup de bière le soir, et de clope. Le premier réflexe, c'était de vouloir comprendre. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé dans le détail? Parce que tu as envie de dire, hein. Moi je ne peux pas te forcer. Dans le détail, je le ferai pas. Non, bah le fais pas, mais juste que ça ait du sens de raconter l'après. Attends, je réorganise du coup. Là, on est à... Elle part à Toulouse, toi tu es à Paris. C'est ça. Tu fais ton M2 de philo. Vous êtes un peu dans l'idée que tu la rejoins après cette année. C'est ça. Elle fait ses études à Toulouse. Pour résumer, pour commencer par de la formule synthétique, on pourrait dire que l'un des problèmes communs qui venaient de moi autant que d'elle, c'était de s'être laissé une liberté complète, non pas du tout sexuelle ou quoi, couple fermé, mais on laissait l'autre très libre de ses actes. Elle a voulu partir à Toulouse. Je n'ai jamais voulu la retenir de partir de Toulouse et j'aurais presque considéré que ça aurait été outrepasser mes droits que d'essayer de la retenir d'aller à Toulouse. Que tu l'as laissé très libre de ce qu'elle voulait faire. Elle voulait aller à Toulouse. T'as dit ok. Enfin, c'est ça, c'est pas complètement ça, c'est pas compliqué que ça, parce que celui qui voulait dans la relation, celui qui aime cette partie-là du Sud, à la base, c'est moi. Et qui lui connaissait un peu les Pyrénées et tout ça, mais c'est moi qui avais envie de m'installer dans le Sud, principalement. Et je crois que cette envie est secondaire pour elle. Et donc elle a passé les concours, elle a été prise à Toulouse, ce qui nous allait très bien. Mais... J'ai raté ce que je voulais dire. On sent l'heure et demie d'entretien. 2 heures.
Au début, c'est toi qui veux bouger pour la formule synthétique, c'est ça. Elle accepte là-bas, ça vous va très bien. Ouais. Elle y va. Et donc c'est là que c'est parti progressivement en vrille. Sans que je le vois trop de mon côté. Mais je sais qu'elle m'en a... Après, j'ai fait quelques conneries. C'est-à-dire que l'année suivante, j'ai pas décidé d'aller à Toulouse même, mais à Mirepoix. Là où j'ai trouvé du travail, parce que je voulais être un peu retiré, parce qu'un pied-à-terre à la campagne, ça m'allait bien. Elle, pour résumer, je l'ai laissée toute seule. Du moins, c'est l'impression qu'elle a eue, que je l'ai laissée seule. En ne venant pas à Toulouse, en allant à Mirepoix, en conservant une relation à distance de manière volontaire. Ça, c'est après 1 an. Ça, j'ai décidé après... C'était en janvier, février, donc ça, quelques mois après qu'elle soit partie, 4-5 mois après qu'elle soit partie. J'ai pris la décision d'aller à Mirepoix. Enfin, d'aller hors de Toulouse, un peu à la campagne, et c'est tombé à Mirepoix. Parce que j'ai trouvé du boulot là-bas. Et mais il y a ce fait, effectivement, de lui avoir, que nous soyons réciproquement laissés trop de liberté. Parce que le contre-coup de laisser trop de liberté, c'est pas montrer d'attachement. J'avais un autre truc à dire que j'ai oublié. Et qui ne me reviendra pas tout de suite. Continue, c'est pas grave. C'était quoi la question de base? Juste le défilé de l'histoire. Voilà, bon après je vais pas donner plus de détails concrets parce que ça ne concerne pas que moi et je me permettrai pas de le faire. Ok. Mais on s'est laissé une trop grande liberté réciproque, faites votre déduction avec ça. Et donc voilà, contre-coup de liberté, manque d'attachement montré, détachement, ajouté à la distance, ouverture de possibilités, et je m'arrête là. Voilà, après la fin de relation a été très longue, se mettre en place, oui, non, enfin on recommence pas, on recommence, etc. Et oui, non, c'est les deux, ou c'est elle, ou c'est toi? C'est essentiellement elle. C'est essentiellement elle. Moi je suis resté à peu près stable quelque temps, et puis à un moment j'ai dit fin. Et t'étais stable sur quelle position? La possibilité de rester ensemble. Et voilà. Et à un moment, ça fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, tu prends une décision, tu la gardes jusqu'à un certain point malgré un ensemble de choses négatives, et tu dis rien parce que tu conserves la décision, et au moment où le nombre de choses négatives accumulées devient trop important, tu bascules d'un seul coup et tu passes à la décision inverse et basta. Bon, bref. Voilà. Donc c'est pas simple à décrire sans donner des détails. Non, bah. Dis ce que tu avais envie de partager. Et donc le contre-coup, sans trop parler d'elle pour pas faire de voyeurisme sur ce qui la concerne. Ouais. Toi, tu vis ça. Ouais. Bah, moi, c'est toujours et donc, pareil. Première grande séparation de ta vie. Ouais, honnêtement. Et ça change beaucoup de choses. Après avoir investi beaucoup. Pas mal, ouais. Pas mal. Après, elle sera peut-être pas d'accord, mais investi pas mal, oui. Et surtout, enfin pas surtout, mais entre autres, investi les projets d'avenir, en inscrivant le cadre de mes projets dans le cadre de la relation et non pas dans des cadres personnels, etc. Des choses de cet ordre-là. Donc c'est... Oui, et puis donc c'est la rupture à peu près définitive est tombée au moment où je m'installais à Mirepoix, où j'ai arrêté les études de philo, où je commençais mon CAP de menuiserie. Et tout est tombé d'un seul coup, et il m'a fallu quand même quelques mois pour bouffer tout ça, pour commencer à éclaircir un peu, pour me retourner
journée sur ce qui venait de se passer pour essayer de comprendre, pour arrêter de me demander mais qu'est-ce que je fous là, foutre de la menuiserie, ça sert à rien, etc. Puisque évidemment tous les projets que j'avais, le fait de venir dans le sud, le fait de faire de la menuiserie, le fait de venir, je n'aurais jamais allé dans un bled isolé si j'avais pas eu de copine à côté. Tout ça ne tenait que dans le cadre des projets et des rêves ou des projections faites à deux, dans le cadre de la relation. Si j'avais été tout seul, comme je suis là, totalement libre, en quelque sorte, de penser les projets futurs sans dépendance à quelqu'un d'autre, il est possible que je n'eus point fait quelque chose qui ressemble à ce que je fais. Après, je ne sais pas trop ce que je pourrais raconter qui pourrait l'intéresser. Ça dépend si ça t'intéresse dans le point de vue des hommes. Et justement, si tu peux développer sur la faillite personnelle que ça représente. Tu te retrouves à Nerpois. Ouais. C'était finalement le projet s'arrête au moment où il aurait dû commencer. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc ouais. Non, c'est tout raté, ouais. Finalement, il y a un truc universel parce que c'est. Je sais pas si ça te consolera beaucoup, mais c'est. Non, on le voit beaucoup dans la littérature amoureuse ou quoi. Ouais. Il y a la formation d'un projet, etc. Oui. Quand il est à deux doigts de s'exaucer, oui. Il y a une séparation douloureuse. C'est du classique. Hein. Justement, l'idée c'est que. C'est du classique. Est-ce que toi tu t'es trompé sur ce que tu voulais ou qui t'étais, ou alors peut-être que c'est elle qui justement en est là. Je me trompais sur qui j'étais, j'avoue que c'est des formules que je comprends jamais très bien. Bah, je m'en veux beaucoup d'avoir dit ça. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas manqué de le remarquer. Mais en effet, ça veut rien dire. Parce que je ne sais pas si aller faire de la menuiserie dans le sud, ça ne me correspond plus là maintenant, mais ça pouvait tout à fait correspondre à la personne que j'étais en couple. Et je ne sais pas si je suis plus la personne que je suis maintenant que la personne que j'étais en couple. Non, mais on est toujours pleinement nous-mêmes, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Mais... Pardon, écoute, je le couperai au montage. Ah non, ça, si tu coupes tes erreurs au montage, c'est pas triste. Pourtant, c'est la magie du montage. Oui, c'est vrai. Donc. Tout s'arrête en fait. Et la raison pour laquelle tu es venu n'est plus là, c'est le Covid, tout est fermé. C'est ça. Ouais, en bref, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'impression de vie de merde, j'ai eu ma dose là. Effectivement, vie sociale nulle. Mes seules relations régulières avec une personne, elle habitait en Allemagne, qui sait que je connais depuis 8-9 ans, voilà, ma relation régulière, si tu veux, quand j'étais à Nerpois, c'était toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un coup de fil de 2-3 heures avec une vieille amie. Mes relations sociales s'arrêtaient là. Au boulot, j'ai pas fait de rencontres spécialement, ils sont tous dans le schéma que j'ai décrit tout à l'heure, très différent du mien, maison, appart, gosse, etc. Donc ils sortent plus bordélière le soir après le boulot. Donc pas de rencontre à ce niveau-là, donc effectivement, tout se pète la gueule. Justement, toi, le projet classique de femme, enfant et compagnie, qui devait être la continuité, disparaît. Lui, il a disparu, oui. Pour moi, c'est... Alors, je suis pas contre, mais ça fait plus du tout partie de mes projets prioritaires. Voilà, et là, aujourd'hui, tu n'envisages plus ça, c'est ça? Là, pour maintenant, non. Là, pour maintenant, clairement, non. Et puis, on verra... Si ça se réalise ou pas, on verra à l'avenir. En tout cas, je sais que c'est pas un projet pour lequel je vais consacrer une part importante de mon énergie ou de mon temps. Justement Sauf si une fille se présente et que le projet se présente là, oui. Ah, oui. Si je décide de le faire, mais je vais pas consacrer la moitié de mes journées à réfléchir comment trouver la mère de mes futurs gosses. Donc c'est parce que madame, la femme n'est plus là que c'est plus là. Le projet, ce projet-là, ces idées-là, c'était avec elle. Okay. L'idée de gosse est une idée qui ne me répugne pas du tout, par laquelle je suis assez tenté, mais c'est pas du tout une obsession. Pas du tout. Donc ça, on verra plus tard. Effectivement, ça faisait partie des projets construits avec elle. Un foyer, des gosses avec elle, je le voulais complètement. Sans elle, écoute, on verra bien. On verra bien. Donc
Donc oui, en début d'année, toutes les projections futures que j'avais pu faire se sont écroulées à peu près d'un seul coup. C'est pour ça que je te disais, j'ai pas eu de passage de rêve à la désillusion assez net avec la menuiserie, parce que tout s'est effondré à peu près à ce moment-là. Et je ne savais plus du tout quoi faire. Bon, voilà, pour faire un peu de développement personnel, tu vois, j'essaie de faire de l'échec une réussite. Et de faire en sorte que cette année ne soit pas inutile et que les choses que j'ai fait soient récupérables et ne restent pas un espèce de trou noir de mon existence dans lequel il n'y aurait rien, notamment en gagnant ma vie avec la menuiserie l'année prochaine et puis bien d'autres choses. Mais ça a été, pas mal de mois au fond du trou avec cette absence de projection, cette absence de possibilité de projeter. J'étais devenu strictement incapable de projeter tout seul, après les 5 ans de relation, de projeter tout seul et de trouver l'énergie de projeter tout seul et l'énergie de réaliser ce que je projette tout seul, sans avoir quelqu'un à mes côtés. Tu es bien pensif. Je réfléchis à la suite, mais ne viens pas. T'as quelque chose sur la conscience, ça doit révéler. Quelque chose sur la conscience? Non, ça va. Non. Ce que tu disais, c'est que t'as pas pris la peine encore de formuler le métadiscours sur tout ça? Ou alors peut-être que tu veux pas le faire? Je suis en train de le faire. Sur tout ça, sur ce qui s'est passé, c'est en train de se développer, c'est en train de s'éclaircir progressivement. Le fait d'avoir pu reprojeter des projets futurs m'a très nettement aidé après à retrouver des forces et à retomber à peu près sur mes pattes, et à partir de ce moment-là, le travail réflexif peut commencer à se faire, et quasiment la capacité de se faire avant. Et oui, s'il y a un truc qui m'obsède là, c'est de comprendre. C'est de comprendre les déterminations, je sais pas, ça comme tu veux, socio-psychologiques, qui ont conduit à la rupture. L'ensemble des mécanismes socio-psychologiques qui ont conduit à la rupture. Ce qui lui appartient propre à elle, ce qui lui appartient propre à moi. Et d'une manière plus générale, après voilà, la réflexion s'élargit et ça concerne les relations hommes-femmes en général, psychologie féminine dans les relations hommes-femmes, psychologie masculine dans les relations hommes-femmes, etc. Mais s'il y a un truc qui m'a obsédé et qui m'obsède encore pas mal, c'est le désir de comprendre, effectivement. Et tu penses que comprendre ça va t'aider à faire le deuil de la relation? Non. Non, c'est pas pour ça que je le fais. C'est pas pour ça. Non pas que ça soit inefficace, effectivement, pour oublier, faire le deuil, ça peut aider. C'est pas le principal élément. Le deuil s'est fait avec du temps et avec de nouvelles projections futures. Et c'est ça qui a restabilisé, on va dire, le tout. Je peux pas te dire pourquoi je veux comprendre, c'est quasiment pulsionnel. Le truc peut pas rester là sans que je l'ai compris. T'as pas envie. Je veux pas. C'est quasiment pulsionnel. Je veux absolument comprendre ce qui s'est passé, ce dans quoi ça s'englobe, les relations de femmes. C'est prétentieux dit comme ça, mais au moins y pêcher quelques déterminations, quelques mécanismes. Bah, c'est normal de vouloir comprendre parce qu'on s'engouffre dedans. Ouais. Et la plupart des gens ont envie de se consacrer à des relations riches et profondes avec le sexe opposé. Ouais. Ou pas, enfin, le sexe opposé pour les hétérosexuels. Ouais. Qu'est-ce que tu en tiens? Tu penses que c'est difficile de faire... C'est plus difficile qu'à une autre époque de vivre une relation, ou que c'est le sort qui s'acharne sur toi?
Le sort qui s'acharne sur moi, non. Bon, la différence avec les autres époques, en restant un petit peu cliché, c'est que la relation serait probablement restée tant bien que mal parce que les cadres n'étaient pas les mêmes et étaient bien davantage imposés, là où la liberté qu'on a aujourd'hui oblige les couples, s'ils veulent durer, à avoir une méfiance d'autant plus forte et une intention, une intuition d'autant plus forte sur les démêlés psychologiques qu'il y a dans un couple. Effectivement, je pense qu'à moins d'avoir un bon coup de bol, pour celui qui, aujourd'hui, comme je l'étais, ne prête pas d'attention aux dynamiques de ses relations, aux dynamiques particulières de la nana avec qui il est, des nanas en général, on fait comme on veut, et aux siennes propres, celui qui ne prête pas un minimum d'attention et qui n'est pas capable de manier un minimum ça, n'a plus rien d'autre pour retenir le couple. Alors qu'auparavant on avait le mariage. Ça existe encore le mariage. Ouais, c'est pas. Tu vois. Je vois. Il y avait le blâme social, il y avait des choses de cet ordre-là qui maintenaient le couple, même si celui-ci n'était pas forcément très doué pour se maintenir tous les deux ensemble. C'était une aide, on va dire. Alors, si on remonte un peu dans le temps, mariage et amour, c'était distinct. Oui, je te l'accorde. Après, les choses vont devenir un peu plus compliquées. Bon, c'est notre époque qui est un peu bizarre à vouloir tout. Oui, que l'être aimé soit aussi... ce soit à la fois l'amant, le meilleur ami, le parfait père, le compagnon. Oui, bah, évidemment. Ça, et inversement, l'amant... C'est un truc qui n'arrive pas. Non, effectivement, le cadre dans lequel je me situe, c'est... Dans ce cas-là, je dirais qu'il y aurait deux étapes pour qu'un couple puisse tenir effectivement dans la longueur. Il y aurait une étape de décision, qui n'a pas à s'acter nécessairement par le mariage, peu importe, hein, mais une étape de décision qui soit à peu près nette pour l'un et l'autre de rester ensemble, et qui prépare l'un et l'autre à essayer de rester, même s'il y a des difficultés qui se présentent. Bon. Mais une fois cela fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, si celui qui n'a ni aucune intuition, aucune connaissance, aucune expérience, etc., de ce que peut être la psychologie de la femme qui est en face de lui, ou de ce que peuvent être les dynamiques habituelles qu'on retrouve dans les couples, le couple risque d'éclater parce qu'il n'aura pas d'autre garde-fou que les capacités des deux amants à rester collés l'un à l'autre. Et il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien à l'extérieur qui, au moment où ça merde, va venir... et ce truc à l'extérieur, c'est ce qui aurait fait que dans un autre contexte, les couples tiennent ou que ça aurait tenu? Bah, je pense, oui, pas forcément toujours pour le meilleur, hein, mais... Parce qu'à t'écouter, la pression sociale, vas-y. À t'écouter, t'as l'air d'avoir avoir une portée la charge. Donc tu dis que c'est toi qui n'as pas été assez attentif. Non, elle l'a pas été aussi, là, les choses sont... Je parle pour moi comme pour elle. Ok. Je parle pour les deux. Finalement, ça reste douloureux, ça reste pénible, alors que c'est devenu banal que les couples se séparent. Ouais. Et... T'as pas eu envie de te mettre sur Tinder après Bah si, mais je l'ai pas fait. Et de rentrer dans un autre rapport aux relations? Pour l'instant, rentrer dans un autre rapport, si, en passant par Tinder, non. Pour l'instant, je l'ai pas fait. À titre personnel, ça représenterait un certain craquage que je m'interdis pour l'instant. Et ce serait un excès d'aller sur Tinder. Ouais. Pour moi, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis pas moraliste sur ces sujets-là. Non, mais c'est clair. Les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi, oui. Tu as été clair. Oui. Oui, ça ne fait pas partie de tes... Non. Ça représenterait, je sais pas comment le dire, un craquage, une défaillance, un excès dans le négatif. C'est quoi, une méconnaissance, une peur de ce que peuvent être ces réseaux
ces sites de rencontres, ces réseaux sociaux de rencontres? Mes connaissances de fait, puisque je n'y ai jamais été. Parce que sinon, ça a l'air assez compliqué, il y a tout un tas de codes. Ouais. Ce serait terrible d'y aller en pensant se défouler et échouer. Je me dis que ce serait encore pire. Ce serait encore pire, je ne sais pas, mais oui, effectivement, si tu connais pas les trucs, il est tout à fait possible que ça arrive. Mais non, c'est pas tellement par peur que ça arrive que j'y vais pas. C'est que vraiment, le fait de le faire serait associé pour moi à un craquage psychologique que je vais éviter. Okay. Ça serait, je sais pas, ça serait me laisser battre par la dépression. Ah oui. Bon, c'est un peu fort, ce que je viens de raconter. Non, mais l'idée est à peu près ça, quoi. Personne n'est là pour te juger. Me laisser aller à la facilité ou des choses de cet ordre-là. Personne n'est là pour te juger, tu dis ce que tu veux. Donc ça, voilà, ça là non, là, je n'y suis pas. Parce que moi vraiment, c'est précisément pour la raison que j'ai donnée que j'y vais pas. ce serait un sujet de déprime terrible. Ouais. J'en ai un peu discuté avec des amis qui y sont, et la place des hommes y est très particulière. Parce que finalement, c'est la femme qui est l'objet recherché. Ouais. Enfin, je cherche pas à réifier les femmes en disant ça, mais jusqu'en pratique, elles sont en position de pouvoir parce qu'elles sont très désirées. Il y a une majorité d'hommes qui désirent. Une minorité de femmes. Et surtout les femmes qui sont dans le canon habituel de beauté classique. Oui, non, c'est sûr que en bref, c'est un marché du sexe, t'es pas forcément gagnant dessus, quoi. Et finalement, les femmes que je connais qui sont sur ce site de réseau croulent sous les demandes et les signes d'attention. Ouais. Et certaines même viennent combler un manque affectif personnel en jouant de ces attentions très très nombreuses et qui viennent. Et quand je dis ça, c'est pas... J'arrête pas de me défendre de potentielles attaques. T'inquiète pas, je vais pas t'attaquer là-dessus. Je sais pas, j'ai peur des commentaires sur YouTube. Ah ça, par contre, non, je plaisante. Je dis pas. Non, mais c'est vrai que quelque part, si ça vient combler un manque intime, ça fait pas vraiment ça fait de mal à personne finalement. C'est pas si terrible que ça. Je vais pas faire le moralisateur. Oui, après sauf si on se met du point de vue des mecs. Alors il y en a qui doivent n'en avoir strictement rien à foutre, mais il y en a pas mal qui doivent tomber au fond du trou. Pour eux, c'est pas grand chose d'être une millionième fois mis de côté sur ce type de site de rencontre. Je sais pas. J'avoue que je peux discuter avec des mecs qui étaient dessus. Pour les hommes qui ne sont pas dans les codes de beauté canon, c'est très très difficile. Ouais. Et ils sont considérés comme rien finalement. Ouais. Et certains sites même mettent ça en scène, comme Adopte un mec, où les hommes sont mis comme de la... Justement, il y a un peu le jeu où c'est un peu le catalogue. Ouais. Et selon ses capacités de séduction, on a accès à plus ou moins de marchandises. Et ça va jouer sur de vrais critères. Ce qui fait que ça pousse certains à tricher pour essayer de jouer entre les lignes. Les hommes petits trichent sur leur taille et compagnie. Créent des mécaniques hyper malsaines et toxiques. Quoi. Non, c'est pas une affaire contente en général quand tu le regardes de loin. Après, une bonne partie de ceux qui sont dessus doivent être à peu près dans mon cas. C'est-à-dire pour oublier une rupture, pour oublier des déboires amoureux précédents. Ah, tu penses ? Ça m'étonnerait pas. Enfin, en même temps... J'ai pas de chiffre à te donner. Il y a énormément de gens qui ont connu une rupture à un moment donné, donc forcément ça... Hommes et femmes, ils sont très très nombreux à avoir connu quelque chose comme ça à un moment donné. Mais ce serait intéressant de voir c'est quoi le motif qui fait qu'on se retrouve sur ce genre de site à un moment donné. Je te pose l'hypothèse, si un jour tu fais l'étude, tu me diras. Je sais pas si ça m'intéresse assez. Non, je comprends. Surtout que justement, je suis tellement terrifié que je n'ose même pas m'inscrire. Alors de là à... de là à faire une enquête là-dessus. Interroger tout le monde, je comprends. C'est vrai qu'il y a un truc un peu fantasmatique. C'est un peu aussi un moyen rêvé de avoir un cadre, avoir un dispositif qui permet la mise en contact pour du sexe
Mais assez même sur ça que ça ouvert et revendiqué. C'est sur ça que ça joue beaucoup, et en particulier auprès des mecs, puisque c'est eux qui sont dans le cas de manque le plus évident. Finalement, là... c'est de faire croire à la facilité de l'accès du sexe. Tout simplement ça. Alors, il y avait un autre espace social qui servait à ça, c'était la boîte de nuit. Ouais. Globalement, les gens sont là pour du sexe, même si ça a l'air d'être pour danser. Ouais. C'est une apparence seulement, effectivement. Je crois que je connais personne qui y va vraiment pour juste danser. Non, c'est ça. Mais c'est pas du tout honteux, hein. Vouloir du sexe, c'est tout à fait sain, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a aucun truc moralisateur, mais... Ouais. Finalement, se répètent les autres lieux sociaux de la recherche de rencontres pour du sexe dans ce type de site-là, semble-t-il. Oui, c'est à peu près ça. Après, il y a le fait, et c'est peut-être pour ça que c'est attirant, que les processus sont toujours plus simples. Alors, entre s'inscrire sur une appli et aller en boîte de nuit, t'as encore moins d'étapes. Oui, mais ça ressemble. Dans les boîtes de nuit, les femmes ne payent pas, comme sur les sites de rencontres, alors que les hommes paient. Les hommes sont plus nombreux, mais justement c'est le même principe, en encore plus simple. Les boîtes de nuit ont tout un tas de techniques pour essayer de réguler le pourcentage d'hommes et de femmes. En fait, du côté des gens qui organisent ça, c'est très clair que c'est des hommes qui viennent chercher des femmes pour du sexe dans ce type d'institution. Oui. Et justement, la place des femmes est intéressante. Le prochain invité du podcast, ce serait une femme. Je vais me noter la question, c'est intéressant de voir ce que... Mais oui, justement, un truc qui pour moi est aussi intéressant que de parler de la défaite et de l'échec amoureux pour les hommes, c'est de parler du rapport au sexe des femmes. Oui. Je pense que c'est deux trucs dont on parle jamais. Le rapport au sexe des hommes, on en parle. On a compris qu'on était des bourrins sauvages. Le côté un peu, et multiplier les conquêtes jeunes, c'est positif. Et une mise en scène de toute puissance un peu débile et visible. Et il faut être... Quand t'es petit, il faut tricher sur ta taille sur les sites de rencontres parce que tu vois bien que si tu fais vraiment qu'un mètre 60, t'as plus de mal. Justement, c'est pratiquement... une cruauté inouïe parce que 1m60 déjà t'as pas choisi. Non. Et tu peux pas faire grand chose. Hein. Non, tu vas pas faire 1m80. Non. Même si t'es prêt à payer, tu feras pas 1m80. Non, c'est une situation compliquée. C'est vrai que là-dessus, le monde est hyper cruel. Et le pire, c'est qu'on peut même pas vraiment le reprocher aux femmes. C'est une injustice structurelle profonde. C'est comme ça, démerdez-vous avec. Et on doit l'accepter. C'est pas pour autant que les hommes d'1m60 sont perdus, heureusement. Non. Mais ils doivent accepter l'échec sur le site de rencontre. Ouais. Finalement, la critique féministe qui est très bienvenue de voir qu'il y a une forme d'hégémonie masculine et de domination masculine. Il fallait la faire parce que il y avait des différences de droits insupportables, même politiques, à une époque où elles ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas travailler. Et ça, c'était clair, mais on est peut-être arrivé au stade où on peut voir aussi l'extrême faiblesse des hommes qui les rend parfois agressifs. C'est-à-dire que l'échec est tellement pas considéré comme normal et on n'en parle tellement pas que il vaut mieux la violence. Et on est complètement là-dedans, oui. Et le rapport au sexe des femmes m'intéresse aussi, non? Parce que justement c'est très difficile pour une femme, je pense, de considérer comme ça de manière très directe qu'elles vont en boîte de nuit pour du sexe, par exemple. Non, c'est infaisable, ça. On peut considérer qu'elles auront du mal, et même ça va être difficile pour elles de le formuler. Et celles qui le font, elles sont courageuses et je les admire. Finalement, c'est un peu particulier parce que les femmes qui se donnent facilement, finalement, c'est les femmes que je préfère. C'est-à-dire que... Tout homme bourrin. Peut-être que je suis un homme bourrin, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce d'affection mutuelle et un don de... Bien sûr, elle prend du plaisir au passage aussi, et nous aussi. Non, je comprends très bien. Et moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de condamner une femme qui se donnerait facilement.
Non, moi non plus. Et pourtant, en pratique, c'est ce qu'on observe. Et ça vient sans doute d'un désir de possession des hommes. C'est-à-dire que, comme on peut les perdre, elles peuvent être aussi faciles avec d'autres, et ça, c'est une idée insupportable. Bah oui. En fait. Oui, l'essentiel va venir de là. La femme avec qui tu es, t'as pas envie de l'associer à l'idée que toutes les femmes seraient faciles, et donc elle aussi, la femme avec qui tu es peut être facile, et qu'elle peut te tromper avec le premier venu en bonne tenue. C'est-à-dire qu'elle soit affectueuse avec toi est la meilleure des nouvelles. Ouais. Mais donc l'idée que tu puisses la perdre et qu'elle soit affectueuse avec quelqu'un d'autre est une idée insupportable. Bah oui. Et c'est là qu'il y a un truc à fouiller, quoi. Ouais. Dans la psychologie masculine. Oui, effectivement, ça doit venir de ce point-là. C'est tellement insupportable que ça rend complètement dingue. C'est-à-dire que peut-être qu'à force, l'homme préférerait avoir un accès difficile au sexe, mais finalement que la nana avec qui il est soit sûre, plutôt que d'avoir un accès facile au sexe, mais de savoir que la nana avec qui il est n'est pas sûre du tout. Oui, mais ça rend où t'es jamais vraiment satisfait, t'es jamais vraiment oui. Ouais, ça, Il semblerait, dans nos traditions judéo-chrétiennes, qu'on ait valorisé la morale et la mœurs, comme ça, très, très rangée, très prude chez les femmes. Je pense qu'en islam aussi, donc dans toutes les grandes religions abrahamiques. Oui, après ça, il y a le rapport à l'enfant et au foyer qui rentre en compte aussi, pas que là. Ouais, mais là finalement, on n'est pas au stade où on fonde un foyer. Non, là, dans le rapport à la femme direct. Mais dans l'installation d'une moralité qui est très forte et qui est très restreinte pour les femmes, il y a aussi la nécessité de la tenir au foyer, éviter d'avoir des gosses avec d'autres. Enfin, tu vois, tout ça chez les Romains, c'est très visible parce que je me souviens plus de toute l'affaire, mais pour les femmes qui avaient un mari, donc qui n'étaient pas enceintes, les lois étaient extrêmement rigides et il pouvait y avoir des peines de mort en cas de tromperie, des choses comme ça. Par contre, pour la femme qui était enceinte, pas de problème, c'était flex, elle pouvait aller où elle voulait. Bon, j'exagère un peu le truc, mais en gros, c'était ça. La femme qui était enceinte avait une très grande liberté parce que étant enceinte de son mari, elle ne tombera pas enceinte d'un autre homme. Oui, il n'y a plus le risque. Voilà. C'est que la reconnaissance de la paternité, c'était un truc très très important. C'est important et problématique du coup, effectivement. Justement, là, on est dans les sociétés, on vit un moment où il y a beaucoup de remise en question de tous ces aspects-là. Ouais. Justement, je pense que ça ne doit pas nous empêcher d'avoir envie de nous associer avec des personnes du sexe opposé et avoir des enfants et créer des choses, mais forcément, on veut sortir de l'idée que les femmes sont des possessions des hommes, au moins au sens de la fidélité sexuelle. Mais tu vois, ça pose tout un tas, toutes ces questions-là. Je suis même pas sûr que ce soit affirmé aussi de brut en blanc comme ça, je suis même pas sûr que ce soit très réaliste. Considérer un sentiment d'amour sérieux sans qu'il y ait de possession réciproque, ça me semble assez en carton. J'ai l'impression que c'est plus qu'une construction sociale, enfin tout est une construction sociale évidemment. Bah non, on peut pas contredire de manière aussi claire dans une phrase. L'idée que il y a un désir une forme de fidélité ou d'exclusivité, ça a l'air très important pour les homo sapiens, mais depuis longtemps. Ouais. C'est très fondé. Et l'idée de séparer le sentiment d'amour de cette possessivité me semble une entreprise un peu folle. Et à la limite, tu dois pouvoir, et je pense qu'il faut du boulot pour ça, mettre le sentiment de possessivité sur autre chose que le sexe. Réserver avec la personne que t'aimes une autre exclusivité qui ne soit pas sexuelle, mais il va falloir quelque chose qui est le degré d'intimité aussi, un degré d'intimité aussi intense que le sexe. Mais, ça va être difficile à trouver. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a un degré d'intimité aussi intense que le sexe. Mais exclure totalement le sentiment de possession de l'amour. Moi, une fille qui n'est pas jalouse du tout, mais qui me dit qu'elle m'aime énormément, je me méfierais s'il s'agit d'amour non platonique. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu l'idée qu'aimer quelqu'un, c'est avoir une relation justement d'un type très particulier avec quelqu'un. Ouais. Et justement un type de relation unique, quoi. Ah ouais. Et donc forcément, ça implique des comportements particuliers, quoi. Et si dans la relation d'exclusivité de possession, tu fais rentrer un tiers,
dans le même cadre d'intimité que celui qui vous lie, la relation va changer nécessairement. La relation de possession ne sera plus la même, l'exclusivité ne sera plus la même, la possibilité de renfermement et de retrait à deux ne sera plus la même, les possibilités de complicité ne seront plus les mêmes, bref, etc. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à ce que le sexe soit un truc, une activité parmi d'autres. Non, je pense pas. Et je pense qu'il y a un truc évolutionniste là-dedans. Ouais, oui, c'est ce que j'aurais tendance à penser en tout cas. C'est-à-dire que ça reste le truc vraiment central, homme ou femme, qui est très directement lié à l'intimité amoureuse, qui elle n'est pas forcément sexuelle, mais il y a le sexe dedans. Ouais. Et ça c'est vraiment... justement, je crois que c'est pas possible d'avoir des champs gardés comme ça, isolés, hors de la sexualité. Non, je pense pas. Et puis d'expérience générale, on peut être jaloux pour plein de choses. Le sentiment de jalousie peut s'exprimer de plein de manières, et même entre des amis ou des choses comme ça. Mais il n'y a aucun sentiment de jalousie qui arrive à la cheville que celui qui est provoqué par le sexe, par les tromperies sexuelles. Ça atteint un degré d'obsession qui est pas... dont les cas sont extrêmement rares à côté. Ce qui donne au sexe une place particulière. C'est Eyes Wide Shut, tu vois, dans tout le film, le mec pète un plomb. Ouais. Et même l'idée seule qu'elle ait pu... Ouais, c'est même pas, il a pas trompé, c'est juste l'image et l'idée. Ouais, mais justement, c'est ça qui est impressionnant, et la violence. Ouais. C'est Othello qui... Ouais. Il la tue. Ouais. Alors qu'elle n'a rien fait, c'est la rumeur. Ouais, ça atteint des degrés de violence qui forcent un peu de toute façon à mettre le sexe un peu à part dans les différentes composantes des relations et lui attribuer une place assez délicate. Bien, et ben je crois qu'on a suffisamment épuisé la chose pour le moment. Bien. J'ai abusé de ton temps. Il n'y a pas de mal. Merci de t'être confié. Mais avec plaisir. C'est pas un exercice facile, donc bravo. Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir. Bien sûr, tu vas vivre tout un tas de nouvelles aventures et j'espère que ça pourra revenir parler. Ça sera avec plaisir. Je te tiendrai au courant s'il y a du nouveau dans ma vie. Suffisamment pour un entretien. Alors on se retrouve pour la fin de ce podcast. C'était la fin de mon entretien avec Mathias. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien, donc la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver et puis tchuss.